Mesdames, Messieurs, on est au milieu de la deuxième partie. C'est pas parce qu'on s'est absenté qu'on a changé d'endroit. On est dans la deuxième partie, un droit pénal spécial bousculé. Et c'est pour ça qu'il y a des infractions les unes derrière les autres, dont on se demande si elles sont ou non bousculées par le droit européen. Alors le premier rapport s'appelle tous les intitulés émettent un doute sur quelque chose. L'évanescence, ça ne va pas l'air très flatteur, du droit de l'Union européenne à travers le terrorisme et ses composantes satellites. C'est M. Benillouche qui va parler de ça. Et alors, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas d'adjectif ni de substantif désobligeant dans celui qui suivra de M. Casalbou, la criminalité informatique façonnée par le droit de l'UE, mais il y a un point d'interrogation. Donc, nous restons dans le doute dans lequel nous sommes plongés depuis ce matin. Monsieur Benillouche, voulez-vous nous parler de l'évanescence, s'il vous plaît? Je vais vous prendre le micro. Je vais me permettre de m'installer. J'ai été formé à bonne école, justement. Oui. Absolument. Merci, monsieur le professeur. Alors, bien évidemment, je vais tout d'abord remercier les conceptrices de cette journée. Journée sur les rapports qui sont des rapports, on le voit déjà depuis ce matin, des rapports très tumultueux entre le droit de l'Union européenne d'une part et puis également le droit pénal interne qui parfois se retrouve face à des modes de raisonnement qui sont des modes de raisonnement tout à fait différents. Alors, justement, ce matin, l'intervention sur le terrorisme, ou en tout cas la thématique du terrorisme, a déjà suscité l'attention, que ce soit celle de M. Bott ou encore de M. Flore, avec qui j'ai pu en discuter. Le terrorisme est au cœur des préoccupations. Au cœur des préoccupations, c'est le moins que l'on puisse dire, les préoccupations nationales, mais aussi les préoccupations qui sont des préoccupations européennes. Je focaliserai mon intervention essentiellement, bien évidemment, sur l'aspect des incriminations, tant que sur la pénalité. D'ores et déjà, on a pu faire le constat que de ce point de vue-là, il existait quelques lacunes du droit de l'Union européenne, des lacunes qui d'ailleurs sont partiellement comblées, ou encore, dans certains textes, on verra justement qu'une harmonisation est en cours. Cette harmonisation est loin d'être aboutie, mais en tout cas, il y a quelques directives en matière d'harmonisation. L'européanisation du terrorisme, ce qu'il faut nommer en tout cas comme tel, contrairement à ce que l'on a pu voir ce matin, par contre, obéit à une logique qui semble être différente. Elle est parfois, en matière de terrorisme, j'oserais employer ce mot brutal, elle est également discontinue. C'est un mouvement brutal d'accélération auquel, et une sorte de voyage dans le temps, auquel je vous convie face véritablement à un phénomène qui est décrit, ou mal décrit en tout cas, que ce soit par la doctrine ou encore surtout par le traitement médiatique qui peut être fait des attentats. En effet, il est frappant de constater, par rapport à la date des textes, qu'il y a un mouvement brutal d'accélération postérieurement aux attentats du 11 septembre 2001. Antérieurement à ceci, bien évidemment, les États devaient faire face, et on trouve quelques textes, devaient faire face à des menaces terroristes, mais des menaces terroristes différentes dans leur nature. Différentes dans leur nature, car souvent ces menaces terroristes allaient impliquer un, voire deux, au maximum 3 États, mais véritablement par le biais de ces attentats et ce qui a précédé, désormais la menace devient plus globale et semble nécessiter justement une réponse qui sera tout aussi globale. En réaction directe à ces attentats, le droit de l'Union européenne n'a pas été indifférent. Il y a plusieurs décisions qu'on peut citer. Ce matin, elles ont été citées justement par Daniel Flore. C'était assez intéressant. La décision cadre du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme, modifiée notamment par celle du 28 novembre 2008. Par cet instrument, l'Union européenne, c'est déjà intéressant de le signaler, a semblé esquisser un modèle européen d'incrimination du terrorisme. Modèle européen d'incrimination du terrorisme, quelque peu spécifique. Le droit de l'Union européenne, cette fois, ne vient pas définir des infractions terroristes, non. Le droit de l'Union européenne vient désigner des infractions que l'on retrouve dans tous les États membres, et lorsque ces infractions sont commises avec certains moyens et en fonction d'un certain but, qui est délimité, il s'agit alors d'infractions à caractère terroriste.
Finalement, c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait nouveau, puisque c'est quelque chose que nous connaissons en droit interne. Et quand on regarde la genèse des textes, sur laquelle on reviendra, c'est quelque chose qui, d'ailleurs, existait déjà en droit interne. En droit interne, qu'est-ce que l'on a? Les infractions terroristes sont des infractions de droit commun, commises avec un mobile spécifique. Ce mobile terroriste, justement. Bon. Donc finalement, le droit de l'Union européenne, sur ce point, sur ce premier aspect, est pas tout à fait novateur. Il n'est pas si novateur que cela, mais en adoptant une telle façon de procéder, le moins que l'on puisse dire, c'est que le droit de l'Union européenne a rendu sa transposition en droit interne facile. On adopte le même modèle d'incrimination d'une part, et puis d'autre part, on fait appel à des concepts qui sont déjà utilisés en droit interne. C'est un choix pragmatique ici, un choix pragmatique qui est fait, mais le droit de l'Union européenne intervient cette fois après le droit interne, ce qui est paradoxal, après des attentats, et intervient ici, et son utilité, on va y le voir, une utilité qui parfois est discutable. À l'heure actuelle, sur quoi porte le droit de l'Union européenne? Le droit de l'Union européenne, on peut citer différents textes récents, par exemple une résolution non législative du 25 novembre 2015 du Parlement européen qui présente des propositions pour lutter contre le terrorisme. Tout commence systématiquement par une pétition de principe. Cette pétition de principe, c'est de dire qu'il est urgent, il est nécessaire qu'il y ait des actions coordonnées en matière de terrorisme par l'ensemble des États membres de l'Union européenne. Cette pétition de principe se retrouve dans tous les textes. Signe que véritablement, de ce point de vue-là, on encourage un certain nombre de points. Alors, qu'y a-t-il dans ce texte pour voir s'il y a véritablement des innovations? Établissement d'une liste noire européenne des djihadistes et des djihadistes terroristes présumés, c'est dans la résolution non législative. On appréciera le respect de la présomption d'innocence. Qu'est-ce qu'être un djihadiste terroriste présumé? Est-ce que la présomption porte sur le djihadisme, sur le terrorisme ou sur le cumul des deux? Ici, ce n'est pas tout à fait expliqué. Définition des combattants étrangers pour pouvoir les poursuivre pénalement. Par ailleurs, mise sous contrôle judiciaire ou rétention administrative de tout combattant, instauration de contrôle systématique extérieur. Et puis d'autres mesures sont envisagées, comme la confiscation des passeports, comme le gel des avoirs financiers, comme la création aussi de lignes téléphoniques afin d'obtenir une aide d'urgence en matière de radicalisation. Vous ou quelqu'un que vous connaissez est radicalisé, on crée une ligne européenne pour pouvoir ici avoir quelques conseils ici. Donc on a quelques textes, quelques hypothèses ici, d'autres hypothèses de soft law, de droit mou, non contraignant, pour que les États prennent tous conscience du phénomène, mais aussi que l'on donne un certain nombre d'indications pour parvenir à la lutte contre ce phénomène. Le droit de l'Union européenne, on le voit ici, a une influence qui est, de ce point de vue-là, un petit peu paradoxale, dans le sens, on va le voir, où il va intervenir, mais il intervient souvent postérieurement au droit national. Il a une influence sur le droit national, mais peut-être pas l'influence que l'on pense. Alors, pour traiter de cette thématique, lorsque l'on a choisi que je m'occupe du terrorisme ici, et justement, sachant que dans le public, j'aurai à la fois mon doctorant qui traite de ce thème, mais également une de mes étudiantes qui fait un mémoire sur la question, je me suis dit autant utiliser la façon la plus, on va dire, universitaire possible de traiter la chose, en voyant les deux effets, comme on me l'a enseigné. Premier effet, c'est l'effet d'appel, c'est-à-dire le droit de l'Union européenne en appelle au droit national et impose une incrimination. On va voir que dans cet effet d'appel, à des fins répressives, il existe, mais conduit peut-être pas au résultat escompté. Et puis, existe-t-il un effet de neutralisation? Si une norme pénale interne venait à intervenir et que cette norme pénale interne venait à contrevenir au droit de l'Union européenne, est-ce que ce droit de l'Union européenne est susceptible de neutraliser, d'empêcher cette norme pénale interne? Là encore, j'ai été surpris par les propres résultats de ma recherche. Tout d'abord, l'effet d'appel. L'effet d'appel, il fallait moderniser, en tout cas c'est ce qui semble apparaître, la répression pénale en matière de terrorisme et notamment étendre cette répression à certaines formes d'agissement. Le premier aspect est évident, c'est le financement du terrorisme dont il s'agit. Le droit positif, de ce point de vue-là, a dû s'adapter. Il s'est adapté progressivement en droit interne. On peut citer des lois, de très nombreuses lois. On peut faire débuter l'étude de la loi du 9 septembre 1986. Il faudra à peu près déjà une demi-heure pour traiter de cette loi-là et de voir ses différents aspects. Cette loi
du 9 septembre 86 reprend dans le code pénal une liste d'infractions donc de droit commun commises avec un mobile et les soumet au régime terroriste. Puis on a d'autres lois, loi du 22 juillet 96, loi du 15 novembre 2001, loi du 18 mars 2003, qui traitent des infractions en matière de terrorisme. Et parmi ces infractions-là, on assiste véritablement à une spécialisation, à la consécration finalement d'un corpus juridique spécifique. On reprend une incrimination qui existait déjà par ailleurs, par exemple l'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. L'association de malfaiteurs, pour les moins pénalistes d'entre vous pour l'instant, l'association de malfaiteurs, c'est tout de même incriminer des actes préparatoires à l'infraction, c'est-à-dire incriminer avant la tentative. Déjà des agissements qui sont hautement dangereux. Certes, on les incrimine en matière de terrorisme parce qu'il s'agit de terrorisme à proprement parler. Et puis, de plus en plus, depuis les années 2000, ce sont des lois dédiées. Loi du 23 janvier 2006, du 21 décembre 2012, loi du 13 novembre 2014, du 24 juillet 2015, et lorsque j'écrivais ces lignes, j'avais même rajouté, enfin j'avais mis bien sûr sur les dates, j'avais pas encore de certitude, réforme constitutionnelle de 2016, non, ça non, faudra retirer ça. Par ailleurs, une réforme qui est en cours d'adoption, qui réforme la procédure pénale et qui contient des dispositions intéressantes sur le terrorisme. Et le droit de l'Union européenne dans tout ça. Le droit de l'Union européenne, il s'est attaqué justement relativement tôt au terrorisme. S'il y a une accélération après les attentats de 2001, il existe néanmoins des textes antérieurs. On trouve par exemple une recommandation du Conseil du 9 décembre 1999 sur la coopération en matière de lutte contre le terrorisme. On trouve également d'autres textes, notamment une position commune du 26 février 2001 concernant les mesures restrictives supplémentaires. Alors c'était très spécifique, c'était à l'encontre des talibans, mais à ce titre-là, à nouveau, on envisage le gel des avoirs terroristes. Donc l'on est dans une mesure en la matière où les textes existaient, ils se développent par la suite et on assiste justement à un développement de ces différents textes. Par rapport au gel des avoirs à proprement parler et au financement du terrorisme, le constat est rapidement fait que le financement du terrorisme n'est pas très spécifique par rapport au financement d'autres activités criminelles. Le chemin du financement est similaire à ceux du reste de la criminalité et de la délinquance organisée. Partant de ce constat-là, il est nécessaire d'incriminer, et en matière de criminalité et de délinquance organisée, l'intervention du droit de l'Union européenne est absolument nécessaire, puisque justement il s'agit d'une criminalité pour le moins transfrontalière, aujourd'hui, les choses ayant évolué, d'une criminalité européenne, c'est-à-dire impliquant de plus nombreux États. À ce titre-là, le droit interne et le droit de l'Union européenne agissent, on va le dire, de concert. Le Code monétaire et financier, par exemple dans les articles L. 562-1 et suivants de ce code, justement évoque un certain nombre de dispositions où le droit interne fait référence au droit de l'Union européenne pour lutter contre ces dispositions. Ainsi, cet article indique que sans préjudice des mesures restrictives spécifiques prises en application des règlements du Conseil de l'Union européenne, les ministres, alors il s'agit de 2 ministres particuliers en droit interne, vont pouvoir, de ce point de vue-là, prononcer ce gel des avoirs. S'agissant donc du financement du terrorisme, le fait d'étendre de ce point de vue-là la répression, on ne peut pas dire qu'elle a été absolument incitée par le droit de l'Union européenne. En tout cas, le droit de l'Union européenne et le droit interne agissent de concert pour réprimer ces agissements, parce qu'il s'agit d'agissements communément ici, où on trouve justement qu'il y a une position commune sur ce point. Par contre, là où ça devient, non pas plus critiquable, mais en tout cas très différent dans cette structure, c'est là où on va commencer, et c'est le deuxième temps de ce premier aspect, à pénaliser des agissements qui sont plus éloignés du terrorisme. Des agissements plus éloignés du terrorisme, il y a eu sur ce point toute une discussion à partir de la notion d'extorsion. Et là, on pourrait pinailler assez longuement sur ce terme-là, extorsion. Les textes en droit de l'Union européenne évoquent l'extorsion à proprement parler. Or, en droit pénal interne, l'extorsion correspond certes à une infraction, mais le plan du code pénal est ainsi merveilleux que dans cette partie du code consacrée à l'extorsion figurent d'autres infractions, parmi lesquelles le chantage. Le chantage est-il une qualification terroriste? Le droit interne va s'interroger sur cette question. Il va s'interroger sur cette question, et à l'occasion de ce qui va devenir la loi du 21 décembre 2012, l'on a failli consacrer justement
On a failli consacrer le chantage comme type d'infraction terroriste et le soumettre justement à la rigueur de cette qualification-là. Finalement, l'on décidera d'opter dans une autre voie et malgré un texte qui est une décision cadre du 28 novembre 2008, qui justement incite à considérer le chantage comme un acte de terrorisme, finalement, c'est pas dans cette direction que le droit interne va statuer de ce point de vue-là. Plus encore, le droit de l'Union européenne a conduit progressivement à incriminer des agissements qui sont des agissements qui ont trait à des actes préparatoires, notamment les infractions de provocation. C'est en tout cas la présentation qui en est faite dans la plupart des commentaires des textes récents qui ont été progressivement adoptés. On trouve trace des provocations, suivies ou non des faits, de la participation à une activité terroriste, de l'organisation d'une activité terroriste, et même, concept qui peut paraître relativement flou, de la tentative d'organisation d'une activité terroriste. De ce point de vue-là, force est de constater que ce constat, cette façon de présenter les choses est inexacte. Le droit de l'Union européenne existe, certes. Il doit être transposé, et en fait, les textes lui préexistent en droit interne. Face à un problème, qui est un problème, on l'a dit, c'est pas mon constat personnel, c'est un problème qui est un problème à la fois transnational, certainement européen, encore plus certainement international. La première réaction est une réaction du droit interne. Le droit interne vient et incrimine en utilisant différents concepts. Ces différents concepts incriminés, comme ceux ici de provocation ou encore de participation à une activité terroriste, et je ne parle même pas d'une autre qualification sur laquelle on viendra, sont par la suite, semble-t-il, validés par le droit de l'Union européenne plutôt que prévus par le droit de l'Union européenne. C'est-à-dire que certains États se font en la matière, semble-t-il, des laboratoires d'expérimentation de nouvelles infractions. Puis, le droit de l'Union européenne semble les reprendre et valide de ce point de vue-là la façon de procéder. Par la suite, à l'occasion d'une modification du droit positif, qui s'opère toujours dans le même sens, c'est-à-dire dans le sens d'une pénalisation de ces agissements, l'on en arrive systématiquement au même constat, c'est-à-dire une pénalisation croissante des actes préparatoires, c'est-à-dire d'actes qui interviennent avant la tentative. Or, pour reprendre cette qualification-là, organisation d'une activité terroriste, l'on est bien dans une qualification qui est une qualification forte, caractère criminel, et cette qualification est susceptible, ce n'est pas le cas systématiquement, mais est susceptible d'incriminer des actes préparatoires, tout simplement. Alors on pourrait dire, ce sont des agissements qui sont dangereux, oui, mais dans la conception classique, ancienne du droit pénal, justement, l'individu est susceptible de conserver son libre arbitre, de ne pas passer à l'acte. On va incriminer ces agissements. Et comme il s'agit d'un crime, on peut également incriminer la tentative d'organisation. Mais à ce moment-là, on fait appel quand même à des concepts qui semblent être des concepts parfois particulièrement flous. Tout ce phénomène de criminalisation, d'appel au droit pénal, est finalement une hypothèse dans laquelle le législateur national va créer des infractions qu'on qualifie fréquemment d'infractions obstacles, qui vont essayer d'empêcher la réalisation d'actes qui pourraient conduire à des actes de terrorisme. Bien évidemment, le droit national est compétent pour ériger de telles incriminations, et l'Union européenne doit intervenir, car non seulement ces actes de terrorisme ne connaissent plus de frontières à proprement parler, mais en plus les méthodes de communication permettent aisément d'un État à l'autre de communiquer. Les réseaux sociaux non plus, à ma connaissance, n'ont pas non plus de frontières géographiques. À ce titre-là, il convient de constater que ce phénomène qui devait être décrit de façon uniforme comme un phénomène d'appel, le droit de l'Union européenne impose d'incriminer, est en réalité beaucoup plus complexe. Le droit national souvent préexiste, le droit de l'Union européenne valide, et étant quelque peu, le droit national intervient, valide cette avancée du droit de l'Union européenne, et étend à nouveau. Et c'est un mouvement, ainsi, c'est un mouvement continu de ce point de vue-là. Pourtant, de façon paradoxale et beaucoup plus rapidement, le droit de l'Union européenne est susceptible aussi de conduire à un effet de neutralisation de certaines infractions pénales. Et là, sur cet effet de neutralisation, on va justement traiter de ces frontières floues entre le droit pénal, mais aussi le droit administratif. Par exemple,
Dans la loi du 13 novembre 2014, on a créé une interdiction administrative du territoire national au sein du Code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile. Bien évidemment, la méconnaissance de cette interdiction administrative du territoire national va constituer une infraction pénale. Donc le droit pénal intervient à ce titre-là. Alors, comment interdit-on? Eh bien, on va interdire le territoire national si la préservation de la sécurité publique l'exige. C'est la qualification. Par la suite, toute une procédure à caractère administratif s'ensuit. La mesure est prononcée par le ministre de l'Intérieur, par le biais d'une décision qui est écrite et motivée. Et de ce point de vue-là, il faut voir que cette notion de préservation de la sécurité publique reste quand même une considération qui semble être relativement floue. Alors, dans les commentaires même de la loi et de cette mesure-là, cette critique a déjà été formulée par ailleurs, et l'auteur relevait, je ne vais pas le mentionner, je ne suis pas totalement en accord avec lui, l'auteur relevait qu'il n'y avait pas eu de décision de la Cour de justice de l'Union européenne. Donc je vous rappelle l'origine de la mesure, il s'agit d'une loi du 13 novembre 2014. Il n'y a pas encore de décision de la Cour de justice de l'Union européenne. Par contre, là où il y en a, c'est concernant le refus ici ou le retrait du statut de réfugié. De ce point de vue-là, des décisions de la Cour de justice de l'Union européenne s'en sont suivies et existent en la matière. On peut citer une affaire du 24 juin 2015. Alors, n'étant pas familier avec la langue de Goethe, par contre, je serais absolument incapable de prononcer, mais il s'agit d'une décision qui est rendue contre l'Allemagne. Et s'agissant de cette décision, là, on se penchait sur la référence concernant ce qu'on appelle le principe de non-refoulement, eh bien, à la référence à la notion de raison impérieuse de sécurité publique, on est très proche du droit interne, qui figurait justement dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Raison impérieuse de sécurité publique. Donc, la Cour de justice s'est penchée sur ces considérations-là, et en l'occurrence, dans l'affaire donnée, il s'agissait d'une personne. Alors cette personne-là, eh bien, figurait justement sur une liste des personnes soupçonnées, ici, on va dire, non pas de terrorisme, mais en tout cas de soutien à une organisation terroriste. Donc elle figure sur une liste. Bon, qu'est-ce qu'on avait également à lui reprocher ? C'est qu'elle avait participé à des réunions légales au cours desquelles, les réunions étaient légales, mais au cours desquelles des propos litigieux avaient été tenus, et également, dernier élément à charge, la personne avait de notoriété, voit-on dans la décision, célébré le Nouvel An kurde. Bon. Et à cette occasion-là, avait collecté des fonds pour cette célébration. À ce titre-là, donc, on avait retiré son statut de réfugié à la personne. La juridiction interne lui avait retiré son statut de réfugié. La Cour de justice estime là que de simples soupçons caractérisés par ces seuls éléments matériels, non corroborés par des éléments objectifs extérieurs, manifestant la volonté de passer à l'acte, la volonté de commettre une infraction terroriste, n'est pas suffisant de ce point de vue-là. Il est paradoxal de constater que, en droit interne, le Conseil constitutionnel ne semble pas avoir la même position. En tout cas, lorsqu'il a eu l'occasion de prononcer une décision dans le même sens, il s'est abstenu. On peut évoquer, par exemple, sa saisine à l'occasion de la loi du 24 juillet 2015. Il n'a pas formulé les mêmes critiques à cette occasion-là. Toujours dans le même sens, la Cour de justice de l'Union européenne, elle intervient et elle a invalidé, pour les mêmes raisons, c'est-à-dire il ne s'agit pas de soupçons de terrorisme corroborés par des éléments objectifs, le dispositif de Safe Harbor qui permettait le transfert de données de l'Europe vers les États-Unis sur le fondement donc d'un mécanisme et qui avait été dénoncé par Edward Snowden. Donc finalement, la Cour de justice de l'Union européenne est susceptible d'intervenir pour bloquer, pour finalement, par rapport à l'ensemble de ces mesures administratives teintées de pénal, administratives punitives, la Cour de justice de l'Union européenne est quand même susceptible d'intervenir et d'empêcher, de ce point de vue-là, que le droit interne aille trop loin. Et il reste le fameux débat, sur lequel je passerai quelques instants, ce débat sur la déchéance de nationalité. Dans le cadre de ce débat sur la déchéance de nationalité, qu'en penser sous l'égide justement du droit de l'Union européenne? Est-ce que le droit de l'Union européenne avait quelque chose à voir avec ce débat? Oui, bien évidemment. Pourquoi?
L'article 20, paragraphe 1er du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit une citoyenneté de l'Union européenne, qui prévoit que est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. Bon, le paragraphe 2 de cet article énumère ensuite les droits liés à cette citoyenneté européenne. Dès lors, il est logique que si l'on retire la nationalité d'un État membre, la nationalité européenne saute. Partant de cette considération-là, on schématise trop la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne en disant que la Cour de justice de l'Union européenne ne serait pas compétente pour ce qui est de l'acquisition et de la perte de nationalité. Non. Ce que dit la Cour de justice de l'Union européenne et qu'elle répète au gré de ses différents arrêts, notamment un arrêt Rothman de la Cour de justice du 2 mars 2010, c'est que si les cas d'acquisition et de perte de nationalité relèvent de la compétence de chaque État membre, ça doit s'exercer dans le cadre du respect du droit de l'Union européenne. Et c'est là où on va en arriver à un paradoxe, ou en tout cas un des éléments qui, peut-être indirectement, en tout cas pas explicitement, a pu convaincre le président de la République de renoncer. Même s'il ne semble pas que ce soit ces aspects qui l'ont convaincu. Bon, l'idée, c'est l'aspect suivant. Voici un individu qui, en vertu de la Constitution, viendrait à perdre la nationalité française. Et donc, par conséquent, alors il s'agirait de l'hypothèse d'une personne qui n'est pas binationale d'un autre État membre de l'Union européenne. La personne perd la nationalité française. Elle perdrait donc la nationalité européenne. Partant de cette considération-là, on peut penser que la Cour de justice, en fonction de cet arrêt Rothman, serait compétente pour juger de cet aspect, de ce retrait de nationalité. Si elle est compétente, ça signifie donc qu'en vertu de la Constitution, une mesure qui est prononcée est susceptible d'être contrôlée par la Cour de justice de l'Union européenne. La Cour de justice de l'Union européenne en viendrait donc à contrôler une mesure à caractère constitutionnel. Or, il y a quelques années, au moment de l'avènement de la question prioritaire de constitutionnalité, il s'était déroulé quelque chose, semble-t-il, en tout cas ça avait été présenté comme tel par une partie de la doctrine publiciste, c'est-à-dire que la Cour de cassation aurait mal vécu l'avènement de cette QPC, et donc assez rapidement saisie d'une question qui avait trait justement au contrôle Schengen, la Cour de cassation avait transmis, plutôt que la QPC qui était formée devant elle, une question préjudicielle à la Cour de justice. Une question qui portait sur les contrôles Schengen, bon, mais surtout une question qui avait trait à la supériorité ou non du droit de l'Union européenne sur la Constitution. Parce qu'on sait qu'en droit de l'Union européenne, la Cour de justice affirme la supériorité du droit de l'Union européenne sur le droit national. Par contre, on sait que les juridictions internes, que ce soit le Conseil d'État ou la Cour de cassation, affirment la supériorité de la Constitution sur le droit international, le droit européen, et donc le droit de l'Union européenne. Il s'agissait, selon le professeur Bruno Mathieu, de déclencher à l'époque la guerre des juges. Et la Cour de justice, dans une décision, avait davantage proposé le dialogue des juges en faisant en sorte de ne pas considérer comme étant contraire au droit de l'Union européenne la QPC qui avait été créée. Désormais, là, avec ce retrait de nationalité, on assisterait véritablement à une guerre des juges. Qui prononcerait le retrait de nationalité? Ce serait le juge, proprement parlé, le juge interne, en vertu de la Constitution. C'est-à-dire que le juge constitutionnel, dans une telle hypothèse, ne pourrait pas juger la Constitution, mais le juge de l'Union européenne pourrait, la Cour de justice de l'Union européenne pourrait absolument invalider ce type de système. Ce qui est paradoxal, et j'en conclurai par là, c'est que, s'agissant de cet effet de neutralisation auquel on assiste à proprement parler, c'est la Cour de justice de l'Union européenne, et pas le droit de l'Union européenne dans son ensemble, qui joue ce rôle de neutralisation. Et ce rôle de neutralisation, il intervient pour rappeler des principes qui sont des principes essentiels. Non, des soupçons ne peuvent pas fonder des mesures qui sont des mesures restrictives de liberté. Il faut que ces soupçons soient corroborés par des aspects, des éléments objectifs. Et ce qui est frappant de constater, c'est que même à l'heure actuelle, dans ce contexte terroriste, vous voyez bien, dès qu'on fait une intervention en matière de terrorisme, de toute façon, il y a une sorte de chape de plomb, qui existe. Mais même dans ce contexte actuel de terrorisme, ce qui est paradoxal, c'est justement de procéder à ce constat. Au nom de la souveraineté nationale, le législateur national est sommé, après des actes terroristes, de réagir.
Pourquoi? Pour éviter ces actes terroristes. Or, la menace terroriste, certains d'entre vous quand même faisaient un petit peu oui de la tête, la menace terroriste n'est pas à proprement parler nationale. Dans les différents derniers actes terroristes qui ont pu frapper la France ou la Belgique, il y a un élément qui est un élément flagrant d'extranéité. Il y a un élément flagrant selon lequel le terrorisme se déplace, les terroristes se déplacent d'un pays à l'autre assez librement. Dès lors, face à un problème qui n'est pas à proprement parler national, comment expliquer que l'on puisse penser que la seule réponse possible soit d'abord nationale? Je vous remercie de votre attention.